Donc, le sujet, c'est les state charts. En UML, on parle de machine à état, ou plus spécifiquement les diagrammes d'état comportementaux. En anglais, behavioral state machine. Bonjour. Donc, c'est quoi un behavioral state machine? En fait, peut-être un peu de historique. Donc, en UML, le nom est différent. Historiquement, cette notation qui fait partie du UML, c'est le state chart. Ça a été inventé déjà en 1987. Il y a un article, vous pouvez le trouver sur Internet, State Chart Visual Formalism for Complex Systems. C'est déjà assez ancien, vous voyez, 1987. Donc, ça existait déjà avant l'existence de UML. Donc, une fois que UML a été créé, c'était un des formalismes, une des notations qui a été introduite au sein du UML pour modéliser le comportement d'un système sur base de l'événementiel. En fait, je pense, pour les ingénieurs qui sont dans la salle, c'est sans doute le type de diagramme le plus intéressant parce que c'est utilisé très souvent dans l'industrie, dans les entreprises pour créer des systèmes embarqués, des machines où il y a un contrôleur et le contrôleur d'une lave-vaisselle, par exemple, d'un frigo, même de beaucoup de composants d'une voiture, seront vraiment contrôlés par des state charts. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils qui existent sur le marché. Ici, on va utiliser Item is Create, mais il y a plein d'autres outils qui vont permettre de générer du code automatiquement à partir d'un state chart, du code directement vers du C, du C++, du C# ou même vers d'autres langages qui sont encore plus bas niveau. Donc, c'est quelque chose qui est... En fait, on peut voir le state chart comme un langage de programmation complète, mais qui est en fait une programmation plutôt visuelle. Donc, de ce point de vue, c'est un peu différent des autres diagrammes UML parce que pour la plupart des autres diagrammes, on ne peut pas automatiquement ou complètement générer du code à partir de ces diagrammes. Pour les state charts, c'est bien le cas. C'est pour cela que pour les state charts, on va utiliser un autre outil que l'outil Visual Paradigm. On va utiliser l'outil Item is Create parce que lui, il permet de aussi faire la partie génération de code vers du Java, vers du C, vers du C++. Il y a plein de générateurs de code qui existent dedans. C'est une entreprise allemande qui a développé l'outil et chaque année, il continue à ajouter de plus en plus de fonctionnalités dedans. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-là et pas un autre outil pour les state charts? C'est parce que, pour deux raisons. Parce qu'à l'époque, c'était le seul outil que je connaissais qui faisait de la génération de code en Java. Et ici, dans le cadre du cours, on se concentre surtout sur les Java. Mais ça supporte aussi les autres langages de programmation. Et je pense que maintenant, l'entreprise est en train de pousser beaucoup plus la partie génération vers C et C++. L'autre raison, c'est parce que ils nous ont offert une licence académique, donc vous avez tous gratuitement accès à cette fonctionnalité. Beaucoup d'autres outils commerciaux n'offrent pas cela. Donc, ça aide quand c'est gratuit. Peut-être ça aide que j'ai été impliqué dans le bêta testing de l'outil, et donc c'est peut-être grâce à cela qu'ils m'ont donné cela. OK, peut-être encore autre chose. Donc ici, il y a la vidéo que je suis en train d'enregistrer aujourd'hui. À part cela, il y a aussi toute une série un playlist sur YouTube. OK, sign in. Bon, j'espère qu'on ne va pas voir mon mot de passe. A priori, non. Oui, c'est caché. Ouf. Ah. Comme ça, tout le monde voit mon numéro. Si vous voulez m'envoyer un message pour mon anniversaire, vous pouvez le faire, c'est aujourd'hui, donc allez-y.
Donc ici, j'avais à l'époque, c'était même avant la période Covid même, créé un playlist avec des tutoriels de comment créer des state charts avec l'outil Item is Create. Ça a changé de nom. Avant, ça s'appelait Yakindo. En gros, donc peut-être il y a des légères modifications sur comment l'outil fonctionne. Donc, mais en gros, toute la syntaxe ou la plupart des syntaxes de comment créer un state chart, c'est encore disponible. Donc, la série de state charts, ça commence à partir des choses très simples jusqu'à des choses de plus en plus évoluées. En gros, ça va suivre ce que j'explique dans le cadre du cours et ça va jusqu'à la génération de code, l'utilisation de design patterns. Il y a même certaines choses qui se trouvent dans les vidéos où je n'aurai pas le temps de le faire dans le cadre du cours. Donc là, vous avez de l'information supplémentaire et vous pouvez regarder à votre aise. Vous voyez la date 8 years ago, donc c'est déjà un peu dépassé, mais ce n'est pas encore dépassé parce que, étant donné que le state chart existe depuis 1987, c'est encore récent. Peut-être aussi, ici, je vais juste montrer cette vidéo parce que là, c'est juste une illustration de comment, je ne sais pas si on peut le mettre en plein écran. Comment est-ce que je mets ça en plein écran ici? Oui, je ne vois pas. Ok, c'est bien. C'est un étudiant de Lumos qui a, dans le cadre de son mémoire, développé un outil pour essayer de piloter un robot Lego Mindstorm pour trouver son chemin dans une labyrinthe. Et pour cela, l'idée, c'était de ne pas développer ça avec du code, mais avec des state charts. Donc, le contrôleur que le robot utilise pour faire cela, c'est développé avec l'outil Visual Paradigm. Donc là, il a créé les state charts. Donc, bien sûr, il a dû faire beaucoup de choses. C'est un mémoire, donc c'est pas juste créer un state chart et ça fonctionne. Il a dû définir le langage qui correspond aux événements que le state chart peut recevoir ou envoyer vers le robot. Et puis, donc, au niveau bas niveau, il a créé un API qui permet au contrôleur du robot de recevoir les événements. Mais finalement, essentiellement, une fois que toute cette machinerie a été en place, avec un state chart, on peut directement contrôler le robot. Donc ici, vous voyez le robot qui fonctionne. J'espère que quelque part, on va aussi voir un exemple d'un state chart qui montre comment ça fonctionne. C'est juste que ce n'est que 3 minutes, donc on va lui laisser tourner. C'est pas moi qui ai créé la musique. Il y a déjà un exemple d'un state chart. Donc là, c'était une partie du state chart qui permet au robot de détecter est-ce qu'il y a un mur à gauche de lui, devant lui ou pas. Et si devant lui, il voit qu'il y a de la place, il peut avancer. Sinon, il va tourner à gauche ou il va tourner à droite. Donc là, vous voyez une transition d'un état vers un autre qui permet de décider selon si on trouve un mur. Donc, il va toujours regarder à gauche, à droite et devant lui. Et en fonction de cela, il sait s'il va avancer ou pas. Et puis après, il prend un simple algorithme pour voir, donc c'est l'algorithme de main gauche, pour voir si, avec cela, on peut trouver son chemin dans le labyrinthe. Donc ici, je pense qu'après, ça va avancer un peu plus vite, mais c'était juste pour montrer. Le comportement du robot est assez simple. Il va juste regarder à gauche et à droite et il va tourner 90 degrés. Et pour cela, à la fin, il va trouver son chemin. À la fin, là, il y a une feuille blanche. Donc là, ici, il y a un détecteur de captage de lumière qui détecte ici, il détecte que le contraste sur le sol est moins grand que sur l'autre partie du sol, pour détecter s'il a terminé son chemin. Je pense que c'est tout. Donc, ça, c'est juste une petite illustration pour justifier l'utilisation des state charts dans le cadre
d'un système embarqué. Donc ici, le système embarqué, c'est un robot. Vous pouvez remplacer le robot par toute autre chose pour voir comment on peut utiliser les state charts. OK? Donc, c'est quoi l'idée derrière les state charts? C'est simplement un système qui est basé sur des événements. Donc, en gros, le state chart, c'est une machine qui est à l'écoute des événements qui viennent de l'extérieur. Donc, ici, de l'extérieur, ça peut être, dans notre cas, un robot qui va tourner sa tête et qui va voir quelque chose. Donc, s'il voit un mur, ça va être un événement. S'il voit devant lui de l'espace, c'est aussi un événement. Ça peut être une autre chose. Vous allez créer une interface graphique d'une application. Si quelqu'un va cliquer sur un bouton, le fait de cliquer sur un bouton, c'est un événement. Le fait un utilisateur qui se logue dans un système, c'est un événement. Donc, à vous de voir quels sont les événements qu'il faut gérer par le state chart. Donc, c'est un système réactif où on reçoit des événements de l'extérieur par des capteurs, par des boutons, par autre chose. Et sur base d'événements, le système peut se trouver dans différents états. Selon l'état dans lequel le système se trouve, il va réagir d'une autre manière, il va agir, il va exécuter des actions différentes dans les différents états dans lesquels le système se trouve. Ça, c'est l'idée de base d'un state chart. Donc, on a la notion d'état. Un système peut se trouver dans un état ou dans plusieurs états. Les événements qui permettent de voir qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit un événement dans cet état. Et un dernier, c'est la notion d'une transition. On peut passer d'un état à un autre état pour changer le comportement du système. Par exemple, si le système est en mode attente, c'est clair qu'il va faire autre chose que pendant que le système est actif. OK? Donc, ça, c'est l'idée. Donc, la notion d'événement, état et transition. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que ce système peut fonctionner sur base de cette idée? Je vais voir juste en parallèle s'il y a encore des personnes qui doivent se loguer. Non. OK. Donc, pour cela, je vais peut-être montrer cela à l'aide d'un petit exemple, un chronomètre. Donc, je vais modéliser un chronomètre. Donc, pour cela, à l'époque, j'avais créé une petite application en Java au sein d'un navigateur web avec juste 2 boutons et quelque chose qui s'affiche sur l'écran. J'avais aussi utilisé un autre outil qui n'existe plus, SCXML. C'est un dialecte de state chart développé en XML, mais ce n'est plus supporté. Donc, je ne peux plus même l'exécuter maintenant. Et donc, mais je n'ai pas envie de refaire l'exemple, juste les slides sont là, donc les slides servent comme simulation. J'ai d'autres exemples beaucoup plus sophistiqués que je peux vous illustrer avec une vraie simulation. OK, l'idée d'un stopwatch, c'est juste qu'on commence à partir de 0, et puis quand on appuie sur Start, ça commence à avancer le temps. Et donc ici, on va juste faire la simulation. Si je clique sur le bouton Start, on commence à avancer et le temps qui est affiché dans le stopwatch commence à avancer. Le fait d'avoir appuyé sur le bouton Start, qui est le bouton de gauche de l'application, nous met dans un nouveau état. Ici, en bleu, juste pour vous rendre clair qu'est-ce qui se passe. En bleu, je montre toujours le nouveau état dans lequel le système se trouve. Donc maintenant, le système va se trouver dans l'état running. Donc ça veut dire que le temps est en train d'afficher chaque seconde, chaque milliseconde. Et dans cet état-là, on peut soit arrêter le stopwatch avec de nouveau le bouton de gauche, stop. On voit que maintenant, l'interprétation du bouton de gauche a changé. Il est passé de start à stop. Donc, le même événement, appuyé sur le bouton de gauche, va avoir un autre effet. Ici, il va avoir l'effet d'arrêter l'exécution. Il y a aussi split à droite. C'est quoi l'effet de split? Avec split, on va simplement temporairement arrêter l'affichage du temps. Et on va continuer encore d'enregistrer le temps, mais on ne va pas l'afficher. Donc, on va temporairement, je pense, pendant 5 secondes, dire, voilà, on n'affiche plus le temps, on n'affiche plus le fait que le temps écoule, mais on va juste arrêter l'affichage du temps. Donc, on va simplement garder le temps qui est affiché tel quel pour l'instant et on ne va plus mettre à jour cette valeur. Donc, c'est une sorte on va mettre en pause l'affichage du temps. Quand je clique sur Split, je vais me trouver dans un mode de pause où la pause veut dire que le temps n'est plus affiché, même si le temps continue à avancer, il n'est pas affiché. Si je fais un split, je vais le remettre en état d'exécution et je reviens en arrière. Et avec le bouton Stop, là, je vais simplement arrêter
je vais simplement afficher le dernier temps qu'on avait enregistré et le stopwatch s'arrête. Et puis après, oui, voilà. Quand je suis dans l'état stopped, une fois que le stopwatch s'est arrêté, la seule chose que je peux faire, c'est je peux faire un reset. Je peux remettre la valeur du stopwatch à 0. Et si je fais ça, mon jeu commence à partir de 0. OK? Donc ça, c'est l'idée. Maintenant, je vais vous illustrer comment on peut mettre en place un contrôleur qui va exécuter cette idée. Et pour cela, moi j'ai un slide qui montre le résultat, mais pour cela, je vais simplement le faire en live dans l'outil ItemIsCreate à partir de rien du tout. OK, j'avais déjà un qui était en train d'exécuter, mais je vais faire ça plus tard. OK, donc dans l'outil ItemIsCreate, quand on veut créer un nouveau state chart, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord créer un nouveau projet. Donc, c'est en fait, l'outil ItemIsCreate, c'est juste un plugin qui est basé sur le framework de Eclipse pour le développement Java. Donc, ils ont simplement créé une version spécifique de Eclipse pour la modélisation des state charts. Donc, il faut juste créer, donc on peut créer des projets Java, mais on peut aussi créer des projets state chart. Donc, je vais créer un nouveau projet state chart. Je vais mettre ici cours mons. Voilà, finish. Il vient de créer un nouveau projet. Dans le nouveau projet, par défaut, il va déjà mettre un state chart vist, statechart.ysc. Si vous voulez manuellement ajouter de nouveaux state charts, on peut le faire avec new state chart model. OK? Ici, je ne dois pas le faire parce qu'il vient déjà de créer un. C'est quoi? Qu'est-ce qui se trouve dans ce state chart? Quand on démarre, il va juste mettre deux états et un événement entre les deux états. Donc, juste pour avoir quelque chose qui fonctionne. Déjà, avec cet exemple de base qui est créé automatiquement par l'outil, je peux déjà montrer, illustrer le comportement parce que je peux simuler ce state chart. Donc, je clique sur la flèche verte. Je fais state chart simulation. Et on voit que quand je démarre la machine, elle se trouve dans l'état A. L'état dans lequel on se trouve est indiqué en jaune. Pourquoi est-ce qu'on se trouve dans cet état-là? Dans cet état, parce que là, on appelle ça un pseudo-état, c'est l'état initial. L'état initial, c'est l'état vers lequel pointe la flèche avec le petit cercle noir. Juste comme dans le diagramme d'activité, l'activité initiale, on utilise la même notation pour indiquer l'état initial. Donc, l'état dans lequel on se trouve quand on démarre la machine, c'est l'état vers lequel pointe cette flèche. Et puis, on voit, mettre ça ici. Ce qu'on voit aussi, OK. Donc, à gauche, je vais le mettre à droite. Vous voyez aussi la spécification du state chart. En fait, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas besoin. Je vais même changer cela parce que le comportement par défaut qu'ils ont mis a changé depuis. Donc, voilà. En gros, pour ce simple state chart, on doit juste dire qu'il y a quelque part un événement qui s'appelle MyEvent qu'on peut utiliser. Je ne sais pas pourquoi il ne le met pas complètement. Il y a un problème d'affichage. Voilà. Je ne sais pas. OK. Donc, il y a un événement qu'on peut recevoir, in-event. Donc, la syntaxe, c'est le state chart, il a des événements qu'il peut recevoir. Donc, dans l'interface du state chart, on doit préciser explicitement tous les événements qu'on peut recevoir de l'extérieur. Donc, c'est incoming event. La syntaxe de l'outil, c'est in, espace, event, espace, le nom de l'événement. Donc, avec cela, on dit que le state chart, elle est à l'écoute des événements qui viennent de l'extérieur et le seul événement qu'il peut recevoir, c'est un événement qui s'appelle myEvent. OK? Avec cela, donc vous voyez ici que où myEvent se trouve. MyEvent se trouve sur des flèches entre deux états. Cette flèche, c'est cette fameuse notion de transition. Avec une transition, une flèche entre deux états, on peut passer d'un état à un autre. Quand est-ce qu'on va suivre la transition? Quand l'événement se déclenche. Donc ici, je suis dans un simulateur, donc je peux simuler le fait qu'on va déclencher un événement qui vient de l'extérieur. Pour cela, dans le simulateur qui se trouve à droite,
Là, vous voyez la simulation. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. La simulation, il dit simplement combien de temps la simulation est en train d'exécuter, 2 minutes 47, 5 secondes. Et on voit un événement ici, My Event, qu'on peut déclencher. Donc, si je vais cliquer sur My Event ici, c'est l'équivalent de la réception d'un événement qui vient de l'extérieur. Donc, je vais cliquer là-dessus et on va voir ce qui se passe. On voit que maintenant, on se trouve dans l'état B parce qu'on vient de suivre la transition, parce que l'événement My Event s'est déclenché. Si je suis dans l'état B, je peux aller dans l'autre sens parce que là aussi, il y a un événement My Event qui se trouve sur la transition en bas. Donc, si, de nouveau, je clique sur My Event, je passe de l'état B à A. OK? Donc, en gros, voilà, ça c'est un simple exemple d'un state chart. Maintenant, avec cela, je vais modifier cela pour avoir mon comportement de mon chronomètre. Dans le chronomètre, c'était un peu plus... Je vais arrêter la simulation. Le chronomètre, c'était un tout petit peu plus complexe parce qu'il y avait deux événements. Les deux événements sont, je clique sur le bouton de gauche ou je clique sur le bouton de droite. Donc là, je vais simplement définir les deux événements. Left, c'est l'événement qui sera généré quand on clique sur le bouton de gauche dans l'interface graphique. Et right, c'est l'événement qui sera généré quand je clique sur le bouton de droite dans l'interface graphique. Et j'ai aussi besoin d'une variable pour garder la trace du temps, timer, qui est un nombre entier. Donc ici, j'utilise la... je vais juste zoomer un tout petit peu, 120%. Okay. Donc ici, on utilise une notation UML pour spécifier le nom de la variable, timer, double point, et puis le type de variable. Okay. Donc on dit simplement, voilà, mon interface, il peut recevoir deux événements et il va en mémoire garder une valeur qui est un nombre entier qui s'appelle timer. Vous voyez que le state chart maintenant, il est incorrect. Il y a des trucs en rouge qui sont apparus simplement parce que je viens de changer le nom de l'événement, donc il ne reconnaît plus événement. Donc, pour que ça fonctionne, il faut mettre des événements qu'il connaît, left, ou il faut supprimer les transitions. Donc maintenant, j'ai de nouveau un state chart qui est syntaxiquement correct. OK. Je ne connais plus par cœur le problème. C'était quoi? Le premier état, c'était reset. Donc pour créer mon state chart, je ne sais pas si vous connaissez par cœur ce que l'application faisait. Moi, je le connais plus ou moins par cœur. Donc, quand on était dans l'état attente de la machine, donc c'était l'état reset, la seule chose qui se faisait, c'est qu'on va mettre la valeur du timer égale à 0. On commence à initialiser à 0 la valeur du timer. Donc là, c'est très facile à faire. Comment est-ce qu'on fait ça? Au moment d'entrer dans l'état, on va exécuter une action et l'action sera, on va initialiser la valeur du timer. Comment est-ce qu'on précise quelque chose qui se passe au moment d'entrer dans l'état? C'est avec le mot-clé entry. On appelle ça une action d'entrée. En fait, c'est un événement d'entrée. L'événement, c'est qu'on entre dans l'état et l'action qui correspond va être, on va mettre timer égale à 0. OK? Donc là, vous voyez, donc c'est un autre type d'événement. Donc on a les événements qui permettent de faire la transition d'un état à un autre, comme left, ou un événement qui correspond à on entre dans l'état. Et pour chaque événement, il y a toujours une action correspondante. Donc, je ne sais pas si j'ai un éditeur texte que je peux utiliser, je ne pense pas. Au niveau de la notation, on a toujours, la notation c'est événement / action. Donc ici, événement, entry, et puis / action pour l'action qui correspond. OK. Donc là, c'est tout ce qui se passe dans l'état reset. Il n'y a rien qui se passe. Je vais juste attendre que je reçois un événement. L'événement, c'est que quelqu'un décide d'appuyer sur le bouton left. Qu'est-ce qui se passait quand on fait ça? Une fois qu'on appuie sur le bouton left, on va se trouver dans l'état running. Donc, on est dans l'état d'exécuter l'application. Et dans l'état running, qu'est-ce qu'on doit faire? Je réfléchis.
Là, on doit simuler le comportement d'un chronomètre. Donc ici, pour faire simple, la simulation peut être simplement que chaque seconde, je mets à jour la valeur du chronomètre. Et chaque fois que je mets à jour la valeur, je vais aussi afficher la valeur sur l'écran. Donc pour cela, j'ai besoin d'une sorte d'événement temporel. Donc pour cela, on peut utiliser cela, every 1 second. Donc c'est de nouveau un syntaxe qui est défini par l'outil ItemIsCreate. Chaque seconde, faire quelque chose. En gros, c'est une sorte de boucle temporelle où, pendant qu'on reste dans l'état, chaque seconde, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la valeur de timer à timer plus 1. Voilà. Donc, et en plus de cela, donc, je ne vais pas juste afficher le timer, mais je vais aussi non, je ne vais pas juste incrémenter le timer, je vais aussi afficher le timer sur l'écran. Donc pour cela, j'utilise la notation suivante. J'utilise deux actions. La première action, c'est timer égale à timer plus 1, et la deuxième, c'est afficher timer. Donc, et pour cela, j'utilise une opération qui s'appelle display timer. On voit que l'application, qu'il y a un problème, donc ce n'est pas syntaxiquement correct. On va voir c'est quoi le problème. Il could not find declaration of display, donc c'est normal. C'est parce que je n'ai pas défini, donc display, l'opération display n'a pas été définie, donc je dois le définir. Donc je veux dire qu'il y a quelque part une opération display qui prend un paramètre t qui a un certain type. Ici, ça va être un type, un nombre entier. J'espère qu'avec cela, oui, voilà, avec cela, ça fonctionne. En gros, c'est quoi l'idée ici? L'idée, c'est que le state chart, il va avoir accès à certaines opérations. Les opérations, ce ne sont pas des choses que le state chart va définir par lui-même, mais on peut voir que ce sont des opérations qui vont être définies quelque part dans le système. Donc, vous pouvez supposer que quelque part, vous avez des classes dans votre diagramme de classe dans lesquelles vous allez définir le comportement de cette opération display. Donc ici, du point de vue du state chart, on s'en fout ce que fait display, on sait juste il y a quelque part une opération display qui existe et on va faire appel à cette opération display quand chaque seconde après avoir mis à jour la valeur de timer. OK, donc avec cela peut-être je peux déjà lancer cette petite version du chronomètre pour voir si au moins cette partie-là ça fonctionne déjà. Donc j'exécute cette partie de la simulation. Oui. On n'a pas défini display, ça va afficher. Ici, on ne va rien afficher parce qu'on a juste une simulation avec un chronomètre, donc il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, opération, c'est juste une boîte vide. On ne sait pas ce que ça fait. Donc normalement, si on veut vraiment que ça affiche quelque chose sur un écran, il faut aussi créer du code Java dans lequel on va créer une interface graphique. Cette interface graphique va avoir un callback qui va intercepter l'appel à l'opération, il va exécuter le code d'opération qui va faire le travail du niveau interface graphique. Donc là, il y a beaucoup plus de choses qu'il faut mettre en place. Mais donc, la seule chose qu'ici, il faut savoir, c'est que le contrôleur, le state chart, il reçoit des événements, il va mettre à jour des variables et puis il peut envoyer d'autres messages vers autre chose comme pour faire l'affichage. Donc, vraiment, le fait d'afficher quelque chose, ce n'est pas quelque chose que le state chart va faire, c'est quelque chose qu'il va envoyer vers l'extérieur. OK, on voit ici que maintenant je suis dans l'état reset, il n'y a rien qui se passe. On voit qu'au niveau de la simulation, la valeur de timer est égale à 0. Oui, ce qui est entendu parce qu'on n'a rien fait. Je clique maintenant sur le bouton de gauche, left, et là on voit, j'espère, oui, on voit que maintenant, la valeur de timer, chaque seconde, elle est mise à jour 5, 6, 7. Donc, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. L'événement temporel, every 1 second, met à jour la valeur de timer. Je ne sais rien tester sur quel est le comportement de display. Il y a moyen de le faire dans l'outil, mais c'est hors portée pour le cours d'aujourd'hui. Donc, supposez ici que chaque fois aussi, on fait appel à display timer et que ça a un effet dans l'interface graphique de l'application qui n'existe pas encore parce que je ne l'ai pas créé. OK, donc j'arrête l'application pour l'instant.
c'était quoi? J'ai aussi besoin d'un autre état. Donc ici, vous voyez tous les... avec la palette qui se trouve du côté droite, je peux commencer à ajouter d'autres états. L'autre état, c'était l'état post. Si je me souviens bien, il y a encore un autre état qui s'appelle l'état stopped. Dans les deux cas, on voit qu'il met un truc en rouge, donc il y a un problème. L'état n'est pas atteignable, donc c'est normal, il n'y a aucune flèche qui va vers l'état. Donc là, je dois ajouter des transitions pour que ça devienne atteignable. Hop. Et puis, comment est-ce qu'on passait de running à post? C'était, si je me souviens bien, c'était avec le bouton de droite qui correspondait à split. Donc là, je vais ajouter sur la flèche l'événement right qui dit que si j'appuie sur le bouton droite, je vais dans l'état post, alors que le bouton gauche, quand j'étais dans running, il va me permettre d'aller vers l'état stopped. Donc le bouton gauche, c'était left. OK. Faut juste déplacer ça un peu. Donc, si j'appuie sur le bouton left, je passe de running à stopped. Si j'appuie sur le bouton right, je passe de running à post. OK. Quel est le comportement que je veux mettre en place dans l'état post? En fait, là, peut-être, je vais juste ajouter encore une variable supplémentaire que je vais appeler lap time ou post time, qui est un nombre entier qui correspond à la valeur qu'on aura pris au moment de sortir de l'état running. Donc, je suis dans running. Au moment que j'appuie sur le bouton right, je vais arrêter le temps. Je vais juste afficher le temps qui a été enregistré à ce moment-là. Donc, pour cela, à côté de mon événement right, je vais juste mettre ici une valeur, la variable post time. Et je vais stocker dans cette variable la valeur actuelle de timer. OK? Et maintenant, dans l'état post, au moment que j'entre dans l'état post, je n'ai plus besoin de... Si, j'ai besoin de deux choses. Au moment d'aller dans l'état post, je vais simplement afficher cette valeur de post time. Du coup, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé avec la transition qui était sur ma flèche. Quelque chose. Ah, ici. OK. Voilà. Donc, au moment d'entrer dans l'état post, je vais juste afficher la valeur de post time, mais je ne vais pas le mettre à jour. Et en plus de cela, je vais aussi quand même m'assurer que j'ai mis en pause l'affichage, mais je n'ai pas mis en pause le chronomètre. Il continue à mettre à jour la valeur de timer chaque seconde. OK? Ça, c'est le comportement que je souhaite avoir. Donc, je continue à incrémenter le timer, mais je ne vais pas afficher le timer, je vais uniquement une fois afficher le temps qui a été mis en pause. Comment est-ce que je peux revenir en arrière? Remettre en exécution, simplement en mettant une transition dans l'autre sens, donc de l'état post à l'état running. Je peux passer dans l'autre sens en utilisant le bouton right encore une fois. Oui, je vois qu'il y a une question. Oui. C'était le split, oui. Oui. Le split, c'était le bouton right. Donc, si vous voulez, on peut aussi mettre au lieu de pause, on met split. Split mode, par exemple. D'accord? C'est peut-être plus clair. OK. OK, donc ici, on a une sorte de boucle. Quand de running, on peut le mettre en mode split avec le bouton de droite et on peut revenir dans l'état running de nouveau avec le bouton de droite. Je vais peut-être mettre un petit truc en plus. Peut-être dire que si on ne fait rien, pendant qu'on est dans le mode split, après 5 secondes, on veut automatiquement retourner dans l'état running. Comment est-ce qu'on fait cela? Là aussi, ça, c'est un événement temporel, mais c'est un événement temporel entre deux états. Donc là, on pourrait dire que de split mode, OK, là, il dit qu'il y a une erreur. Je ne sais pas c'est quoi l'erreur. Oui, en fait, oui. Ici, l'erreur, c'est que j'ai mis une transition sans rien. Ça s'appelle une transition automatique. Une transition automatique, ça veut dire quoi? Puisqu'il n'y a pas d'événement, il va automatiquement suivre la transition de split mode vers running. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, on va dans running et on va suivre la flèche vers running. Donc, ça veut dire qu'on va rester
de manière... oui, on va rester peut-être quelques millisecondes dans l'état split mode et on va tout de suite sortir. Ce qui veut dire que cette action, every 1 second, on ne va jamais l'exécuter parce qu'avant 1 seconde, on est déjà sorti de l'état running parce que j'ai oublié de mettre sur ma transition de sortie un événement. Donc ça, c'est bien qu'il le montre parce que c'est une erreur typique. La seule chose qu'il va faire quand on entre dans split mode, c'est juste l'action d'entrée, parce que ça c'est obligatoire, mais il va tout de suite sortir avec cette transition automatique. Je ne veux pas que ce soit une transition automatique, je veux que cette transition est déclenchée par un événement, donc je double-clique pour ajouter l'événement. C'est quoi l'événement? Il faut uniquement sortir automatiquement après 5 secondes. Donc si on fait rien, pendant qu'on est dans split mode, on ne reçoit pas un autre événement. Après 5 secondes, on va quand même automatiquement quitter et aller vers running. OK? Et puis, qu'est-ce qui manque encore? Dans l'état stopped, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'état stopped? Donc là, on veut simuler le fait que la machine ne va plus incrémenter le temps. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose dedans ou pas? Oui, peut-être on fait comme dans l'autre, on va juste simplement afficher le timer encore une fois, une dernière fois et une seule fois au moment d'entrer dans l'état. Et on ne va pas incrémenter le time, donc le every 1 second, on n'a plus besoin parce que c'est arrêté. Et puis, c'était quel bouton qui permet d'aller de stop time reset? C'était le bouton de gauche, je pense, mais j'en suis pas sûr. On a le choix. Left, oui, OK. Donc là, on fait left et là, on revient à 0. Voilà, donc ça c'est mon state chart. On va la simuler pour voir si on n'a pas fait des erreurs. L'outil permet aussi de faire des tests unitaires sur le state chart ou de faire un debugger pour voir si on n'a pas fait des erreurs. Si vous faites ça, sauvegardez avant de simuler parce que si on ne sauvegarde pas avant, il va prendre l'ancienne version qu'il va simuler. C'est un peu bizarre. J'ai déjà eu des erreurs comme cela, je ne savais pas pourquoi. C'est simplement, il exécute quelque chose, mais il a exécuté l'ancienne version alors qu'on voit la nouvelle version. OK, donc dans Reset, donc le timer est égal à 0, pause time est bien égal à 0, j'appuie sur Left, je passe dans Running. Dans Running, timer incrémente tous les secondes. Je vais passer dans le mode Split Mode, donc je clique sur Right. Je suis dans Split Mode. Ici, je vais mettre en pause la machine. Dans Split Mode, on voit bien qu'au moment à 11 secondes, la valeur pause time a été mise à 11. Donc, on voit que ce n'est pas la même valeur que timer. Quand je remets en exécution, vous allez voir que le timer continue à exécuter. Mais après 5 secondes, on va automatiquement revenir dans Running. On est presque à 5 secondes parce qu'on a démarré à 11. Donc, si je continue, voilà, on repasse dans Running parce que pendant 5 secondes, je n'avais rien fait. Mais je peux aussi, de nouveau, faire encore une fois Write et tout de suite, avec encore une fois Write, repasser dans Running. Donc là, on voit bien le comportement. Ça a l'air de fonctionner. Et en appuyant sur Left, on revient dans Stopped. Dans Stopped, maintenant, on voit qu'effectivement, Timer n'incrémente plus. Et encore une fois, avec Left, et on revient dans l'état Reset. Et comme ça, on a une boucle infinie de chronomètre qu'on peut continuer à l'infini. Si vous voulez peut-être même encore une petite extension, s'assurer qu'à un certain moment, on va quitter l'application totalement. Vous pouvez aussi mettre un final state ici. Et là, par exemple, on met comme cela. Et bien sûr, c'est un final state. Donc là, on peut dire que, par exemple, si dans l'état Reset, j'appuie sur le bouton droite, parce qu'il n'est pas encore utilisé, là, je vais sortir, quitter l'application. OK, une question? Parce que dans Split Mode, appuyé sur Right, on était retourné dans Running. Parce qu'il y a ça? Ah oui, je l'ai vu. Ouais. OK. Oui, question. Comment? Oui. Oui, mais dans la simulation, on va toujours voir toutes les valeurs de toutes les variables. Donc, je ne sais pas si...
Ça dépend ce que vous voulez. Donc, si la question c'est est-ce qu'on veut que, après avoir quitté split mode, que post time est remis à 0, c'est ça que vous voulez? Dans ce cas-là, oui, on peut le simuler. Ça dépend c'est à vous de définir c'est quoi le comportement. Donc, comment est-ce qu'on pourrait modéliser le fait que, après avoir quitté split mode, on met la valeur de post time égale à 0? Il y a deux possibilités. Vous avez une question ou une réponse? On peut mettre sur right time post time égale à 0. Oui, ok. Donc ici, donc la question c'est, supposons donc je veux changer le comportement de split mode, je veux mettre au moment que je passe dans running post time égale à 0. Ok, donc ici, oui. On peut le mettre dans entry, Oui. peu importe si on arrive par right ou après 5 secondes, Il y a trois possibilités pour mettre en place. Je vais montrer toutes les possibilités et puis on peut discuter de c'est quoi la meilleure possibilité. Première possibilité, c'est de dire si je veux que post time redevienne 0, je mets cela sur ma transition de sortie. Donc je mets ici post time égale à 0. Voilà, comme ça je réinitialise post time égale à 0. Est-ce que c'est bon? C'est une bonne solution? Ça fonctionne. Mais pas forcément, parce qu'il faut aussi pas oublier de le mettre sur toutes les transitions sortantes, donc il faut le faire deux fois. Donc il faut aussi mettre post time ici sur 0. Donc avec cela, ça fonctionne, vous avez le comportement, mais vous voyez que le comportement c'est redondant parce que sur toutes les flèches sortantes, il faut mettre cette action. Donc on va devoir faire du copier-coller du code, c'est pas une bonne idée, copier-coller c'est jamais une bonne idée. Ok, donc l'autre solution que j'ai entendue, c'est de dire, ok, pour éviter cela, puisque toutes les flèches, ici, on a de la chance, dans le sens que toutes les flèches de transition vont vers le même état. Dans ce cas-là, on pourrait dire que oui, puisque post time égale à 0, on va la mettre juste ici. Donc, je vais ici entry, et puis je mets post time égale à 0. Et dans ce cas-là, est-ce que je n'ai plus besoin de cela parce que, en fait, au moment que j'entre dans l'état, je mets post time égale à 0, donc ça a presque le même effet. La seule différence au niveau de l'effet, c'est au moment qu'on va mettre la valeur de post time, mais ici, ça va fonctionner. Et ça va fonctionner, oui. Est-ce que c'est une meilleure solution? Je pense oui, parce qu'il y a moins de redondance. Sauf que maintenant, on a aussi peut-être une sorte de comportement inattendu, où je ne pense pas ici que ça joue un rôle, mais étant donné qu'on a mis entry post time égale à 0, ça veut dire que même si je passe de reset à running, avec le bouton left, là aussi, je vais exécuter post time égale à 0, alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Post time était déjà, oui, peut-être ici au moment de reset, c'est peut-être plus logique que je vais mettre aussi, je vais initialiser toutes les valeurs de toutes les variables, ça me semble plus logique. Et dans ce cas-là, si post time était déjà à 0, à quoi ça sert quand je passe de reset à running de le faire encore une fois? On peut le faire, mais c'est redondant. On va remplacer la valeur d'une variable par la même valeur. Bon, ça fonctionne, mais c'est peut-être pas une solution parfaite. Oui. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est clair qu'il faut le mettre au reset. C'était quelque chose que je n'avais pas fait. Mais même si, okay, je continue, même si on veut que chaque fois qu'on revient en running, on met post time à 0, dans ce cas, il faut le mettre quelque part. Donc, on pourrait dire que non, on ne va pas le mettre ici, mais dans ce cas, le comportement sera différent. Ma question, c'est maintenant, OK, on a déjà vu les deux solutions. Je mets post time sur les flèches sortantes, ça donne la redondance. Je le mets ici dans running, ce n'est pas une bonne idée parce que dans ce cas-là, ça a aussi un effet sur d'autres transitions qui viennent d'autres états. Quelle est la dernière chose qui nous reste? En fait, il y a quelque chose que je n'ai pas encore expliqué. On peut aussi mettre les actions de sortie sur une transition. Et là, c'est la solution qu'il faut alors privilégier. Si on veut que ça ait un rôle sur toutes les transitions sortantes, on va simplement dire, avant de sortir, exécuter l'action correspondante. Donc ça, c'est la notion d'action de sortie. Donc avec une action d'entrée, au moment d'entrer et avant de faire toute autre chose, on exécute l'action d'entrée. Et avec l'action de sortie, s'il y a une transition sortante, avant de suivre la transition sortante, on exécute toutes les actions qui se trouvent dans le exit.
Il y a normalement, donc ici, au niveau de l'outil, je pense qu'on peut mettre plusieurs exits. Je ne vois pas l'utilité. Par exemple, je pourrais faire ça. Syntaxiquement, c'est correct. Je n'aime pas trop. Pour moi, il y a une seule exit qui existe. L'interprétation de cela, c'est simplement, on va lexicalement lire tous les exits l'un après l'autre et on va les évaluer un par un. Donc, en gros, c'est la même chose de dire simplement, d'abord, j'exécute post-time égale à 0 et puis j'exécute post-time égale à 1. Ben, donc, je ne vois pas pourquoi ils permettent d'avoir plusieurs exits. Ben, donc, c'est permis syntaxiquement. Peut-être il y a, je ne sais pas s'il y a une raison pour cela ou pas. Oui, encore une question. Oui. Oui. Donc, il y a encore la notion de condition. Oui, peut-être là, en prenant l'exemple, je vais... Parce que l'avantage d'un exemple avec un démo en live, c'est que je peux montrer toute la notation qui est dans les slides du cours, juste avec un seul exemple, ou presque un seul exemple. Je vais modifier, je ne sais pas si mon simulateur fonctionne encore, je ne pense pas, non. OK. Bon, ici, je vais modifier mon state chart pour faire quelque chose qui n'a pas de sens, mais je vais le faire quand même. À partir de reset, je viens de faire une transition left à stopped. Maintenant, on voit quelque chose, on voit qu'à partir de reset, il y a une transition left qui permet d'aller à running et il y a une autre left qui permet d'aller à stopped. Okay? Ça, c'est quelque chose qui, normalement, qui est une mauvaise conception. On n'est pas censé de faire cela parce que ça rend le diagramme non déterministe. Si je suis dans reset, l'événement left permet d'aller à running, mais aussi à stopped. C'est laquelle des deux qu'il faut choisir. On ne le voit pas. On ne peut pas vraiment dire on va aléatoirement choisir l'un ou l'autre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. La façon dont l'outil, donc on peut voir qu'est-ce que l'outil va faire quand j'appuie sur left dans l'état reset. Je pense que vous pouvez déjà le voir visuellement, ce qu'il va faire. Mais c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la sémantique du ML. Si j'appuie sur left, on va toujours dans running. Donc, ça veut dire que ce left ici, même s'il est là, on peut l'ignorer parce qu'on ne va jamais le suivre. Pourquoi est-ce qu'on ne va jamais le suivre? Parce qu'il y a une certaine notion de priorité qui a été mise. Donc, vous voyez les numéros, il y a une numérotation sur chaque transition. Juste pour éviter cet non-déterminisme, chaque transition, il a un certain numéro. Donc, l'outil, il va simplement, quand il y a un événement qui arrive, il va simplement regarder toutes les transitions dans l'ordre. Et s'il y a un match de l'événement avec la transition, il va suivre la transition et ne va plus regarder les autres transitions. Donc ici, puisque celui-là, c'est un left avec numéro 1, et ici avec un numéro 3, celui-là, il prend précédence, donc celui-là est prioritaire, donc l'autre ne va jamais être suivi. Donc, puisqu'il ne va jamais être suivi, vous pouvez même supprimer la transition, puisqu'il ne va jamais être suivi. OK, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut donc éviter d'avoir plusieurs transitions sans condition, donc juste des transitions avec un événement qui vont permettre de passer à un autre état ou même à le même état. C'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Ce n'est pas syntaxiquement incorrect, mais ça n'a pas de sens. OK. Supposons qu'on veut quand même le faire. Peut-être on veut passer à running ou à stopped avec left selon la valeur d'une certaine variable. Donc peut-être l'événement elle va être conditionné par une variable, par une condition booléenne. Donc ici, je vais introduire une condition booléenne. Je pense que c'est boolean qu'il faut mettre ici. Oui, OK. Donc ici, maintenant, la condition, donc au niveau UML, condition, c'est toujours entre crochets. La condition, c'est B. B, c'est quoi? C'est simplement la valeur du boolean, donc c'est true ou false. OK? Si vous voulez le faire plus explicitement, vous pouvez mettre, ça revient au même, vous pouvez mettre B égale à true, mais c'est exactement la même chose que true, parce que si true égale à true, c'est true, et si true égale à false, c'est false. Donc, juste B, c'est la valeur de la booléenne. Donc, si la valeur de B est mise à true, on va suivre la condition. Si la valeur de B n'est pas true, on ne va pas la suivre.
Okay? Donc, disons que par défaut, je peux mettre des valeurs par défaut sur les variables, tout comme c'était le cas dans le diagramme de classe. Même notation. Disons, par défaut, je mets la valeur boolean à true. Et ici, sur l'autre, je mets la négation. Donc, je mets si la valeur boolean est égale à false, je suis l'autre flèche. Comme ça, il n'y a plus de non-déterminisme parce qu'on sait que c'est la combinaison des deux, c'est l'événement plus la condition qui me permet de décider si je passe de reset à running ou de reset à stopped. Maintenant, j'espère que la simulation va fonctionner de manière correcte. Donc, ici, la valeur boolean est égale à true. Donc, si maintenant j'appuie sur left, forcément, je vais aller dans running, comme avant. OK, j'arrête et je fais la même chose. Je relance. Et au lieu de mettre la valeur de boolean à true, je vais le mettre à false. Maintenant, la valeur de b est égale à false. Et je clique sur left. Et là, on va dans stopped. Donc là, c'est la façon dont on peut éviter, quand on a plusieurs transitions sortantes, comment est-ce qu'on peut le gérer? Simplement ajouter une condition et la condition, si la condition est disjointe dans toutes les cas sortantes, ça permet de quand même le suivre. Même si la priorité est différente, parce qu'on va toujours vérifier, est-ce que je sais suivre la flèche qui est la plus prioritaire? Si l'événement est présent et si la condition est vérifiée. Sinon, je vais essayer de faire un match avec la transition suivante. Donc, comme ça, on peut éviter ce problème. Oui. Ça aurait vraiment été une erreur. Est-ce que vous n'avez pas mis pour le deuxième left non-B une erreur de notation? Si on ne mettait pas left non-B, une erreur? Non, non, OK. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'enlève cela? Ben, disons, moi, je dirais que c'est une erreur conceptuelle parce que ça devient beaucoup plus difficile à lire, parce que là, on va jouer avec la priorité de nouveau. Mais effectivement, là, ça va avoir le même effet, si je fais comme ça. Donc si la boolean est true, je vais toujours suivre vers running. Si c'est faux, qu'est-ce qui va se passer? Donc, left, on va aussi dans stopped. Simplement parce qu'en fait, on peut voir ça comme donc la condition. On va d'abord vérifier si B est true, et si ce n'est pas le cas, on va prendre left sans aucune condition. Donc, on s'en fout de la condition, même si c'était true, on va le faire. Mais ça ne peut pas être true parce que dans ce cas-là, on aurait suivi celui-là. Donc là, effectivement, on peut voir ça comme un else dans tous les autres cas. Okay? Si vous voulez faire cela, je pense que c'est mieux de explicitement introduire cette notion de condition. Et donc, OK, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Donc, on va introduire ici un choice. Donc, j'arrête la simulation. Je vais mettre... là, il faut juste que je vérifie. OK. Donc, ça, c'est un point de décision, tout comme avec le diagramme d'activité. Donc, de nouveau, donc ici, puisque je viens de déconnecter la transition vers running, il dit qu'il y a un problème. Running n'est pas joignable. Du coup, split mode n'est pas joignable non plus. Donc, je vais de nouveau le joindre avec une flèche. Et celui-là aussi, je vais le mettre à partir d'ici. OK. OK, ça devient un peu plus illisible. Parce que je peux le rendre un peu plus lisible comme en déplaçant quelques flèches. Comme ça. Voilà. Donc, c'est left. Et ça, c'est... OK. OK. Donc, ici... oui. Et là, je supprime... tiens. OK. Je pense que c'est comme cela. Vous me posez beaucoup de questions, donc c'est dangereux, le démo effect. Mais j'espère que normalement ça devrait fonctionner. OK. Donc ici, je ne sais plus. OK, d'accord. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait maintenant? C'est exactement la même chose qu'avant, mais c'est devenu plus explicite. On va juste, avant que je commence à expliquer, je vais le faire avec le démo. Sauvegarder.
exécuter. OK. Donc, j'appuie sur le bouton de left. Il y a une seule flèche sortante de left, mais elle va vers une condition. Et c'est au moment qu'on arrive dans la condition, là, c'est un point de condition dynamique. Ça veut dire qu'au moment qu'on entre dans ce point, on va vérifier quelle est la valeur de la variable b à ce point. Donc, si la valeur était true, normalement, je devrais aller dans running. Si la valeur était else, autre chose, je vais dans stopped. Donc maintenant, ça devient beaucoup plus explicite parce que je mets un else. Donc je vais voir, supposons que je vais mettre ici, donc si je mets true, c'était true, je fais left, effectivement je vais dans running, je relance la simulation pour tester l'autre mode, je mets B à false, et je fais left, et là effectivement on va dans stopped. Donc là, ça a le même effet, mais on a l'avantage, il y a une seule flèche left sortante, et pour tous les cas possibles, ce sont les flèches sortantes de la point de décision qui permet de le faire. Et donc là, vous avez le choix, soit vous mettez, et là je pense que c'est permis, vous mettez soit la condition et tous les autres cas, ou vous pouvez mettre juste la négation ici, la négation de B. L'avantage de cette notation, là, on peut avoir comme un switch case avec plein de cas différents. On peut avoir autant de flèches sortantes de la point de décision qu'on veut. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'il donne une... Ouais. Donc ici, quand on utilise une condition, l'outil recommande d'utiliser toujours cette notion else pour éviter, pour être sûr qu'on n'a pas oublié des cas. Donc c'est mieux de mettre ici else et il faut le mettre, on ne peut pas avoir une transition automatique. OK. Voilà, donc avec cela, on a déjà couvert pas mal de choses. Vous avez vu un état initial, état final, les actions d'entrée, les actions de sortie, les conditions. Peut-être encore une autre chose. Donc, supposons que je vais mettre ici. Cela. Puisque c'est un événement, rien m'empêche de mettre à côté de l'événement une action qu'on va exécuter. Maintenant, la question, c'est quoi? Quel sera le comportement si je fais ça? Donc, je sors de reset quand je reçois l'événement left, et puis l'action qui correspond, c'est de mettre à jour la valeur de B. Et puis après, je vais vérifier selon la valeur de B, je vais dans running et stop. Donc la question principale ici, c'est il y avait une condition sur B. La question, c'est est-ce que cette condition sur B, est-ce qu'on va la vérifier après ou avant avoir mis à jour la valeur de B? Donc la question, c'est en gros, est-ce que cette décision, est-ce que c'est une décision dynamique? Avec dynamique, je veux dire, après avoir exécuté toutes les actions qui se font avant, ou est-ce que c'est quelque chose de statique? Et avec statique, je veux dire qu'au moment de sortir de l'état, on avait une valeur et sur base là, on peut déjà décider quel est le chemin qu'on va suivre. Normalement, c'est dynamique, donc normalement, c'est la valeur de B qui va être affectée au moment de l'exécution de l'action, qui va mettre la valeur de B à autre chose, et donc on va passer à stopped, normalement. Selon la sémantique UML, mais ici, c'est pas UML, c'est item is create, mais donc j'imagine qu'il va quand même respecter cette sémantique. Oui, effectivement, c'est bien le cas. Voilà. OK. Bon, maintenant, je vais de nouveau revenir en arrière parce que mon exemple est devenu un peu trop compliqué, je pense. Pour montrer encore un autre concept, je peux faire une transition de reset à running. C'était quoi? C'était left. Et là, c'était... Oui, OK. Donc là, c'était la situation d'origine, je pense.
Right. Il y a pause timer. Je ne sais pas pourquoi il est encore là. Ah oui, ok, c'est bon. Ok. Donc ici, maintenant, ce que je viens de faire, c'est quoi actif? Je viens d'ajouter un nouveau état. On appelle ça un état composite. C'est un état qui inclut d'autres états. Donc en fait, dans une machine à état, dans un state chart, un état peut inclure dans son sein un autre diagramme de state chart complète. En fait, pour cela, vous voyez la notation, il y a un état. Dans l'état, on voit un rectangle qui a un nom, R1. Ça s'appelle une région. Donc, dans un état, on peut avoir une région et c'est la région qui contient un autre diagramme d'état. Avec cela, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que c'est utile? Simplement pour, comment dire, c'est un niveau d'abstraction qui permet de simplifier la compréhension de la machine. Donc, au niveau supérieur, on voit que la machine elle est soit dans le mode reset ou actif ou stopped. Et avec juste le bouton left, on passe de reset avec left à actif et avec left à stopped. Et donc, on a en gros une boucle infinie left qui permet de passer de 3 états. Left qui va de reset à actif à stopped. Et même si on ne connaît pas le contenu de l'intérieur des deux états running et split mode, on sait déjà comprendre le comportement au niveau supérieur du diagramme. Sauf que c'est une mauvaise conception d'avoir des transitions qui vont dépasser la frontière d'un état composite. Donc ici, on passe de reset à un sous-état d'un autre diagramme d'état. Donc, est-ce que je peux éviter cela? En fait, ce que je peux faire, c'est que je peux aussi mettre une action d'entrée au sein de l'état actif. Et je déplace cette flèche left directement vers l'état composite. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? Maintenant, je vais exécuter. Si j'exécute le state chart, si j'étais dans l'état reset, j'appuie sur le bouton left. Qu'est-ce qui va se passer? Avec left, on va passer dans l'état actif. Donc, l'état actif devient actif. Et dans l'état actif, quel sous-état va devenir actif? Il faut juste voir quel est le sous-état qui est l'état initial de cet état actif. C'est celui-là, donc on va aller dans l'état running. Donc ici, si j'exécute left, on va passer dans l'état running parce qu'on va suivre d'abord la flèche left, on entre dans l'état actif, et puis on va mettre, on va activer l'état initial au sein de l'état actif. Vous suivez encore? Oui. Oui, c'est ça, c'est celui-là. C'est à cause de celui-là qu'on va commencer ici. Si je déplace le petit point noir vers l'autre, comme ça, OK. Je vais le déplacer ici. Et vous allez voir que le comportement aura changé. Si maintenant j'exécute de nouveau la machine, je suis dans Reset, je clique sur Left, et là on passe dans Split Mode. Donc l'état initial au sein de l'état actif va décider où est-ce qu'on démarre pour toutes les transitions entrantes vers l'état composite. OK? Donc là, ça nous permet d'avoir un peu plus de flexibilité et de changer le comportement en interne sans que ça affecte le changement en externe de l'état. OK? Oui. On peut faire la même chose pour les transitions sortantes. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais mettre la transition left qui allait de running à stopped? Je le mets sur l'état composite actif. Donc, je change cela et je vais voir maintenant c'est quoi la différence. Donc, je vais d'abord passer dans l'état actif en cliquant sur left. Et maintenant, il y a à l'intérieur du diagramme, il n'y a plus de bouton de transition left. Il y a uniquement right.
Donc il y a un left ici. Le left, je sais, il passait de running à stopped. Donc si je fais cliquer sur left, ça a toujours fonctionné parce que c'est un peu comme on peut voir un état composite comme de l'héritage. Toutes les transitions de sortie qui étaient définies sur l'état composite vont automatiquement être héritées par les enfants, par les sous-états. Donc s'il y avait une opération, un événement left avec une transition sortante sur actif, c'est comme cette transition était disponible sur le sous-état running et sur le sous-état split mode. Donc si ici je vais suivre le left, je vois que dans running, il n'y a pas de transition left, mais sur actif, il y a une. Donc je peux suivre celui-là. OK? Il y a quand même une chose qui a changé par rapport à mon design précédent, c'est que si je suis dans split mode, là aussi, quand j'appuie sur left, il va sortir vers l'état stopped. Parce que là aussi, il n'y a pas de transition left à l'intérieur, il y a juste des transitions left à l'extérieur. Donc si là aussi, je vais cliquer sur left, on arrête et on va dans stopped. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que quand il y a une transition sortante d'un état composite, c'est comme cette transition sortante était disponible dans tous les sous-diagrammes, dans tous les sous-états de l'état composite. OK? Je vais légèrement modifier le diagramme. Oui. Si on veut prendre le raid en actif, ça va tout faire. Dans les... Non, OK. Je vais répondre à votre question tout de suite. Ici, je vais d'abord voir qu'est-ce qui se passe quand je vais modifier left by right ici. J'exécute la simulation. Je vais vous poser la question, donc j'entre dans l'état. Maintenant, OK, essayez de deviner qu'est-ce qui se passe quand maintenant je clique sur right. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Et pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Essayer de suivre un peu. C'est quoi la première, c'est quoi la deuxième? Parce qu'ici, donc, le problème, c'est qu'il y a un right ici qui permet d'aller de running à split mode et il y a le right ici qui permet d'aller de running à stopped. Donc, en gros, on a ce même phénomène que j'ai dit que le diagramme n'est plus, n'est plus déterministe parce qu'on ne sait pas laquelle des deux qu'il faut suivre. Et donc là, il y a la sémantique de UML qui précise laquelle il faut suivre. Donc, je ne sais pas si, selon vous, quelle est l'intuition qui vous semble le plus appropriée? Donc, est-ce que c'est plus logique de suivre la flèche, la transition à l'intérieur d'abord? Donc, est-ce qu'on donne priorité à le right à l'intérieur pour aller à split mode? Ou est-ce qu'il faut donner plutôt priorité à la transition à l'extérieur? En gros, ce sont deux sémantiques qui existent dans la littérature. Différents outils supportent une autre sémantique. UML utilise, je ne vais pas dire que UML utilise, je veux d'abord avoir votre opinion. Quelle est, selon vous, la solution qui est la plus logique, selon vous? Est-ce qu'il faut donner priorité aux transitions à l'intérieur en cas de conflit ou plutôt à l'extérieur? Donc, qui est favorable pour priorité pour les transitions à l'intérieur? Et qui n'est pas favorable pour l'autre? OK, donc l'intérieur, c'est la majorité. Avant l'existence du UML, tous les outils de state chart, avant que UML existait, ils donnaient la priorité sur l'extérieur d'abord. Et puis UML est venu et il donne la priorité sur l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est compatible avec l'esprit orienté objet. En fait, on peut voir une transition avec un événement à l'intérieur va surcharger, va remplacer l'événement qui se trouve à l'extérieur. Donc, ça donne plus de précision et c'est pour ça que c'est la sémantique. Donc, c'est inner first semantics ou child first semantics. Ça, c'est la sémantique du UML. Oui, voilà. Donc, si ici, donc j'appuie sur right, on va rester dedans. Si j'appuie encore une fois right, on va rester dedans. Donc, il y a
plus moyen de sortir de cet état-là parce que le write ici, on ne peut jamais le suivre. Donc, parce qu'ici, dans tous les états au sein de actif, il y a une transition write. Donc, ça veut dire que si vous voulez le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer le nom de l'événement ou utiliser ce truc avec le booléen, par exemple, pour le faire. Donc là, c'est important à savoir. Donc, si vous voyez qu'il y a le même événement qui existe sur une transition sortant d'un état composite ou au sein d'un état composite, c'est la transition à l'intérieur qui a toujours priorité. Oui, oui. Donc, mais ça devient une autre question. Donc ici, oui. Donc par défaut, l'outil ItemIsCreate utilise la sémantique du ML qui veut dire inner first, donc child first semantics, qui veut dire qu'on donne la priorité sur les événements à l'intérieur et puis après ceux de l'extérieur. Il y a moyen de le modifier, donc on peut juste, donc ici vous voyez que dans le state chart on peut mettre des mots-clés et là je ne sais pas exactement c'est quoi le mot-clé, mais on peut, je pense, mais j'en suis pas sûr, je pense que c'est ça, parent first execution, quelque chose comme cela. Je ne connais pas par cœur. On va voir. Donc, on va changer la sémantique de l'exécution. Je pense que c'est ça. J'appuie sur left. Et puis, j'appuie sur right. Et effectivement, on sort. Donc, je viens de changer comment interpréter un state chart. Et du coup, c'est le même state chart, mais son comportement change. Bien sûr, ça donne lieu à beaucoup de confusion. Donc, pour vous, ne commencez pas à jouer à différentes interprétations, différentes sémantiques. Utilisez toujours la même chose, qui est la sémantique du ML. Donc, toujours child first, inner first execution. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut sortir, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand je vais mettre ici j'ai un état final pour le state chart global. Je vais aussi ajouter un état final à l'intérieur. Bien sûr, si je mets un état final à l'intérieur, j'ai besoin d'un moyen d'arriver à l'état final. Bon, puisque maintenant le bouton left n'est plus utilisé, je vais utiliser simplement left ici pour... ça ne pose pas trop de problème. OK. Et on va voir ce qui se passe maintenant. J'exécute. Je sauvegarde. Je vais dans l'état actif. Je vais passer dans split mode. Oui, je ne peux pas aller dans split mode. Oui, juste, c'est ça. J'avais oublié. Donc, j'exécute, je vais dans actif, je vais dans split mode avec write. Je mets en pause. Donc, ici, dans split mode maintenant, avec left, je vais aller vers l'état final au sein de actif. C'est ce que je vais faire maintenant. Left. OK. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que je suis dans l'état actif, mais en fait, je suis dans un état d'attente de l'état actif. Je suis dans l'état final de l'état actif. Donc, en gros, on peut considérer que pour l'instant, je suis un peu coincé dans le state chart. Je ne suis nulle part. Je suis dans un état d'attente. Dans l'état actif, je ne peux plus écouter des événements qui seront traités à l'intérieur de la machine. En fait, la machine à l'intérieur d'actif, elle est totalement terminée. Mais ce n'est pas grave puisque c'est une machine qui est imbriquée dans un autre état. Donc, la machine globale, elle est encore en train d'exécuter. Donc, la machine globale, qui est le main region ici, lui, il est encore actif. Et là, je peux continuer à prendre toutes les transitions qui sont définies à l'extérieur. Donc là, si maintenant je clique sur Write, je peux passer dans Stopped. Donc, l'idée de l'état final, c'est qu'on va simplement arrêter dans la machine à l'intérieur. Et puis, la seule chose qu'on peut faire, c'est encore suivre des transitions à l'extérieur. OK.
Il y a encore une autre chose que je voulais expliquer avec cet exemple. C'est que je détecte encore un peu de redondance dans mon code. Pour moi, c'est du code. C'est pas parce que c'est visuel que c'est pas du code. Moi, il n'y a aucune différence entre... Oui, en fait, il y a une différence. C'est plus facile de coder pour moi de manière visuelle que de textuelle, une fois qu'on a l'habitude. Si ça devient trop grand, peut-être pas, mais... donc, c'est que ici, je vois dans l'état running, je vois every 1 second, timer égale à timer plus 1. Dans l'état split mode, je vois la même chose, every 1 second, timer égale à timer plus 1. C'est de la redondance. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas éviter cette redondance en mettant cette boucle qui va chaque seconde mettre à jour la valeur de timer? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas la définir au niveau de l'état composite? Donc, rien m'empêche de commencer à définir des actions d'entrée, des actions de sortie et d'autres actions sur l'état composite. Et donc ici, si je mets ça ici, chaque seconde, pendant que je me trouve dans l'état actif, je vais mettre à jour la valeur de timer. Du coup, je n'ai plus besoin de faire cela ici. La seule chose que je vais faire, c'est faire display timer. Et là aussi, je n'ai plus besoin de le faire puisque je le fais au niveau supérieur. Le comportement ne va pas changer et j'ai gagné une ligne parce que je l'ai, en fait, en gros, les sous-états, ils vont hériter les événements du super-état. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans quel ordre on va faire les choses? Chaque seconde, on exécute ce qu'on trouve dans le super-état, dans actif, et puis je rentre dedans. De la même façon, on peut avoir des actions d'entrée ou des actions de sortie sur les états composites. Et dans ce cas-là, la question c'est, supposons, ici je ne sais pas s'il y a un exemple que je peux illustrer. C'est un peu difficile. Il n'y a pas d'exemple de entry. Bon. Supposons qu'ici, il y avait une action d'entrée qui fait quelque chose et à l'intérieur, il y a aussi une action d'entrée. La question qui se pose, c'est quand on a les actions d'entrée sur l'état composite et puis sur les sous-états, dans quel ordre on va les exécuter? Ben, la réponse est simple. Quand on entre dans un état, on va d'abord exécuter l'action d'entrée de l'état même et puis on rentre dans un sous-état et on va exécuter l'action du sous-état. Donc d'abord le super-état et puis les sous-états. Quand il y a un exit, c'est l'inverse. D'abord, faire le exit du sous-état et puis le exit du super-état. OK. Je pense qu'avec cela, j'ai fait le tour de cet exemple. Sauf qu'avec l'exemple, l'outil permet... Oui, vous avez encore une question? Si les taux d'affichage, on veut avoir un affichage par minute. Oui. Est-ce que c'est si on a recodé ça? Par minute? Si on veut cacher 60 secondes. Bah, vous mettez 60 secondes, vous mettez 60 comme ça. Donc là, il va faire ça. Ah non. Le niveau du display, le niveau d'affichage. Après 60 secondes, on affiche une minute et après on reprend les secondes. Si tu veux uniquement afficher cela une fois toutes les minutes, tu mets... Attends, qu'est-ce qu'il faut? Vous voulez afficher les minutes ou vous voulez afficher les secondes une fois par minute? Les secondes et les minutes. Oui. OK, d'accord. OK. Bon, il y a deux choses. Donc, la première question, c'est supposons que je veux changer, disons, la vitesse de l'exécution, et dans ce cas-là, il suffit de juste changer cela. C'était pas ça la question, mais donc, au lieu de une seconde, on peut mettre 60 secondes, on peut mettre même 500 millisecondes. Une fois que les millisecondes sont trop limitées, on ne peut plus suivre dans le simulateur parce que le simulateur est trop lent et ça va être très, très difficile à tester. Donc, typiquement, il ne faut pas dépasser le seuil inférieur de 500 millisecondes si vous voulez encore avoir quelque chose qui va tourner de manière efficace dans votre machine. Ben, la question, c'est plutôt, OK, si j'ai le timer, est-ce que je veux plutôt pas afficher, donc le timer, je sais que ce sont des secondes. Si je veux afficher des minutes, par exemple,
OK, qu'est-ce que je peux faire de façon... Je vais définir une autre variable qui sont les minutes. C'est un nombre entier. Et je vais définir que chaque seconde comme ça, je... OK. Bon, et puis, bien sûr, il faut faire display minutes partout, mais je vais le faire en un seul endroit. Là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais juste exécuter pour voir ce que ça donne. OK. Je dois démarrer. OK, attends. Non. Je dois d'abord diviser par 60 et puis modulo 60, je pense. Oui. Parce que les secondes, donc c'est comme ça. C'est ça. C'est pas every 60 secondes? Comment? C'est pas chaque 60 secondes, ça fait des modulos? Oui. Attends. Les minutes sont 0. Je vais le faire un peu plus vite. Je n'ai pas envie d'attendre. Ah, il faut incrémenter, bien sûr. J'ai oublié de... Ouais, j'ai oublié. Ah non, ça va. Donc... Ah, mais sauf que maintenant, aussi, ce que je dois faire, c'est que je dois remettre le timer égal à 0. Ah non, pas forcément, parce que ça va fonctionner. Quand il arrive à 120, ça va mettre à 2 et ainsi de suite. Les minutes, ben pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin du modulo, non? Le modulo, j'ai besoin de cela pour remettre à 0 toutes les heures. Donc, c'est les 60, c'est pour que après 60 minutes, donc après 1 heure, on remet les minutes à 0. C'est pour ça que j'ai mis les 60 là. OK. Donc ici, si vous voulez avoir un exemple, donc ici, on peut avoir donc cela. Donc, en gros, c'est un peu du cheating. Parce que, en fait, on peut voir cela. Ce que j'ai fait ici, on peut voir cela comme une autre machine qui exécute en parallèle à la première machine et qui fait juste une boucle infinie. Si vous voulez faire ça plus proprement, comment est-ce qu'on l'en ferait? Je vais aussi illustrer cela, mais je n'ai plus beaucoup de place sur mon écran. Je peux créer ici une deuxième région qui s'exécute en parallèle. La première région, la première s'appelle Main Region, la deuxième s'appelle, je ne sais pas, Timer Controller ou quelque chose comme cela. Dans le Timer Controller, il y a un seul état, avec une action d'entrée, avec une transition automatique vers l'action d'entrée. Et là, c'est juste, disons, mon timer. Et dans mon timer, qu'est-ce que je fais? Exactement ce que j'avais mis ici. Chaque seconde, il y a deux façons de faire. Donc, ça. Attends, je vais déplacer ça. Chaque seconde, je vais mettre à jour les minutes. OK? Donc là, c'est une sorte de boucle infinie. Je vais dans le timer et je reste dans le timer. Donc si maintenant j'exécute la machine, vous allez voir qu'il y a la machine est composée de deux régions qui s'exécutent en parallèle. Au moment de l'exécution de la machine, vous allez voir que la machine se trouve simultanément dans deux états, l'état reset et l'état timer. Si je clique sur left, la machine de gauche passe dans running, mais la machine de droite, timer controller, elle reste dans timer. C'est la machine de droite qui va permettre de mettre à jour la valeur des minutes. OK, il n'a pas encore fait parce qu'il faut attendre au moins 60 secondes. Donc après 60 secondes, il va s'occuper de mettre à jour les minutes. Voilà.
Et donc, c'est en fait une machine qui exécute en parallèle avec l'autre machine. Donc, ça, c'est, disons, comment il faut le faire quand on utilise uniquement les machines état. Une autre façon de faire la même chose, donc j'espère que c'est clair. Donc, une autre façon de faire la même chose, c'est de mettre une transition de l'état timer à lui-même. Une transition réflexive de l'état timer à lui-même. Oups, allez, hop. Et sur cette transition, on va mettre, c'est pas exactement la même chose, mais on va, allez, j'essaie de copier-coller, je sais pas pourquoi je peux pas. Comme condition, je mets, après 1 seconde, je vais modifier les valeurs de minutes avec cette formule-là. Et c'est tout. Ça revient au même parce qu'il n'y a rien qui se passe dans le timer et c'est juste chaque seconde, on sort le timer, on rentre dans le timer et l'action qu'on exécute, c'est l'action sur la transition. Ouais. Donc là, vous avez les deux possibilités. Donc avec cela, quand on fait cela, vous allez voir que quand on lance la simulation et on reste dans le timer, et là, vous allez voir que chaque seconde, vous voyez que ça met en orange, donc on va suivre la transition de timer à lui-même. Donc là, on a une sorte de horloge interne qui est déclenchée par une transition sur une machine. OK. Voilà. Oui, donc l'autre chose que... Apparemment, il dit qu'il y a une erreur dans l'exemple, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Il est aussi possible donc, de générer du code à partir des modèles. Donc ici, quand on clique sur un state chart où on va dans File, New, on peut faire un Code Generator Model. Pour cela, il faut juste sélectionner un state chart. Non, il faut juste sélectionner un projet dans lequel il faut installer le générateur de code. Ce générateur de code, bien sûr, il doit générer du code pour un state chart donné. Donc, il faut choisir le state chart pour lequel il faut générer du code. Et puis après, je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas. C'est parce que je l'ai utilisé hier. Ah non, tiens. C'est bizarre. Normalement, j'aurais... Donc ici, il a créé un générateur de code pour du C. Je voulais avoir un générateur de code pour du Java. Normalement, j'ai le choix. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas proposé le choix. Ah, ici, dans Avancé. Non, c'est pas dans Avancé, c'est dans... Ah, OK, ici. Il y a le C, State Machine Code Generator, et là, on peut choisir C++, Java, Python. Python, je pense que c'est encore en version bêta, mais donc, je n'ai jamais testé cela. Donc là, je vais générer du code pour du Java. Et automatiquement, si je fais ça, il va où il a... Je ne sais pas où il a stocké, mais... C'est parce qu'il y en a deux, je ne sais pas. Je l'ai fait hier, et là, il avait bien généré mon code pour un autre exemple. Donc là, je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. J'ai l'impression qu'il y a une petite erreur dans le state chart parce que c'est en rouge et c'est pour ça qu'il ne veut pas, mais je ne vois pas c'est quoi l'erreur. Parce que quand j'ouvre le state chart, je ne vois pas d'erreur. Donc là, je ne vais pas me tracasser à trouver la réponse. Donc ici, je l'avais fait pour un ascenseur. Et donc là, ça c'était un autre exemple, un ascenseur. Je peux vous montrer le code de l'ascenseur aussi parce que ça, de nouveau, ça me permet de montrer un exemple un peu plus complexe encore.
Et donc, quand on va choisir le générateur de code, il va générer un fichier qui est vraiment le code de la machine. Si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment lire le code pour voir comment il a généré tout le code pour l'exécution d'une machine à état. Donc, c'est plusieurs centaines de lignes de code. C'est beaucoup de trucs à faire. Donc, pour chaque état, pour chaque transition, avec une boucle, avec un switch pour passer dans tous les états. Si j'ai le temps, la dernière séance, je peux expliquer un peu comment implémenter des machines à état en Java. Et donc, il a aussi généré plein d'interfaces qui sont nécessaires pour le faire fonctionner. Donc, l'idée, par exemple ici, comment est-ce qu'on entre dans un état, comment est-ce qu'on sort de l'état. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ce code, là, on peut ajouter votre code Java, par exemple, de votre interface graphique, le faire interfacer avec ce code qui est généré pour développer une interface qui est compatible avec la machine à état. Si vous vous souvenez, le tout premier cours, j'ai montré le simulateur d'un thermostat. Sinon, regardez, dans le tout premier cours, j'avais mis un lien vers GitHub sur où se trouve le code de ce thermostat. Et là, j'ai exploité ce mécanisme de génération de code pour le faire. Donc là, il y avait un exemple tout près qui existait. Je ne sais pas si ici je peux le retrouver facilement. Mais donc, si vous voulez voir les détails de comment ça fonctionne avec la génération de code, une des vidéos sur la liste YouTube montre comment faire la génération de code et l'exemple complet, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver dans, je pense que c'est dans UML Intro. Non. Non, c'était dans le slide précédent, c'était pas celui-là. Je ne me souviens plus par cœur dans laquelle je l'avais fait. Oui. Donc là, il y avait sur MyThermostat, sur Bitbucket, il y avait tout le code et les modèles, donc sur base d'un fichier thermostat.sct. Ça, c'est le fichier qui contient la visualisation dans ItemIs Create. Le générateur de code, même des tests unitaires. Sur base de là, j'ai créé une application en Swing qui fonctionne avec le state chart et je n'ai pas dû développer du code de state chart à la main en Java. C'était juste le générateur de code qui a fait tout le travail pour moi. Donc là, si vous voulez voir comment ça fonctionne, vous pouvez regarder dans le code qui se trouve ici. En gros, je pense qu'il y a juste un seul fichier que j'ai créé à la main, qui était le fichier qui s'appelle main window, qui était le fichier de l'interface graphique en Swing, et tout le reste du code, c'était autogénéré pour moi. Donc ça aide parce que, disons, 80% du code source a été généré, et moi j'ai juste dû créer l'interface graphique. OK. OK. Donc, moi, je me suis rendu compte que jusqu'ici, je n'ai pas encore donné des slides, mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Vous avez les slides. Je vais passer en revue les slides la prochaine fois qu'on se voit. Ici, je voulais encore montrer un autre exemple. Je ne vais pas donner des détails, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Là, c'était l'exemple d'un ascenseur. Donc, typiquement, un ascenseur, c'est aussi quelque chose qu'on va typiquement modéliser avec un state chart. Je pense qu'il y a pas mal d'ascenseurs qui sont basés sur la création de contrôleurs avec des state charts. Donc là, juste pour illustrer cet ascenseur, vous voyez déjà au niveau de l'ascenseur, juste en lisant le state chart, on peut déjà voir plus ou moins ce qui se passe. On voit qu'un ascenseur, il est dans un état d'arrêt. L'ascenseur ne bouge pas, ça c'est l'état stopped, ou il est dans un état moving, l'ascenseur va vers un certain étage. Donc au niveau top level, j'ai juste deux états, moving ou stopped. Et puis après, à l'intérieur, il y a des sous-états qui donnent un comportement un peu plus précis. Donc ici, pendant que
le state chart s'est arrêté, il peut soit être arrêté avec les portes ouvertes ou avec les portes fermées. Et bien sûr, avant de commencer à se déplacer, ce serait une bonne idée qu'il va d'abord fermer les portes. D'accord? Donc c'est pour ça que pour se déplacer, il y a uniquement une transition sortante de doors closed et pas de doors open. Il n'y a pas non plus une transition de l'état composite, vraiment pour éviter qu'on peut commencer à se déplacer avec les portes ouvertes. OK, et puis il y a plusieurs conditions. Donc ici, j'ai essayé de mettre en place une machine qui a besoin de deux variables. Une variable current qui représente l'étage actuel où l'ascenseur se trouve, la cage de l'ascenseur. Et destination, c'est l'étage vers laquelle vous souhaitez que l'ascenseur va se déplacer. Pour cela, comment est-ce qu'on va mettre à jour cette destination de l'ascenseur? Pour cela, j'ai ici créé un autre petit diagramme ici, un listener, un floor listener. En gros, c'est juste un tout petit diagramme, floor selecting, qui correspond à quelqu'un qui va appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour lui demander de se déplacer vers un certain étage. Donc, on peut, pour faire simple, on peut supposer que soit il y a quelqu'un à l'extérieur de l'ascenseur qui se trouve à un certain étage. S'il va appuyer sur le bouton, ça va déclencher l'événement Floor Selected. Et on voit ici que, ça c'est un premier exemple de cela, Floor Selected, c'est un événement qui est paramétré par un nombre entier. Donc l'idée c'est que quand je me trouve au 5e étage, je vais déclencher l'événement Floor Selected avec valeur 5. Quand je me trouve dans l'ascenseur et je veux monter au 50e étage, je vais appuyer sur le bouton 50 et dans ce cas-là, l'ascenseur va essayer de déclencher l'événement Floor Selected avec valeur 50. Donc, l'événement Floor Selected va prendre comme payload la valeur de l'étage vers lequel on veut aller. Et ici, on a cette boucle infinie. Chaque fois que je reçois une demande de Floor Selected, l'ascenseur sait qu'il doit se déplacer. Pour faire cela, il va d'abord vérifier. J'utilise une valeur booléenne destination reached qui permet de vérifier est-ce que l'ascenseur est déjà en train de se déplacer. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je ne vais même pas écouter le trigger floor selected. Donc, je vais uniquement écouter des demandes si l'ascenseur ne bouge pas. Si l'ascenseur n'est pas en train de se bouger déjà, je vais simplement vérifier quelle est la valeur du paramètre de cet événement floor selected, donc vers quel étage est-ce que je veux aller. Si l'étage est déjà égal à l'étage actuel, dans ce cas-là, je ne dois rien faire parce que je suis déjà à l'étage où je veux aller, donc je ne dois plus bouger. Si l'étage vers lequel je veux aller l'étage vers lequel je dois aller doit être strictement positif parce que je ne veux pas qu'on descende en dessous de l'étage 0, simplement parce qu'il n'y a pas d'étage en dessous de 0. Ici, dans ce bâtiment-là, on ne peut pas aller à moins 1. Donc, il faut simplement dire c'est quoi l'étage minimal qu'on peut mettre. Peut-être aussi une condition pour l'étage maximal. Pour l'instant, mon ascenseur est non borné. Je peux aller jusqu'à 100 000 étages si on veut. La destination vers laquelle je vais aller va être mise comme la valeur de cet événement. Et je démarre. Donc, si ici, je vais déclencher Floor Selected avec comme paramètre une certaine valeur, 45 par exemple, je démarre la machine. OK, peut-être quelque chose qu'il faut faire, c'est que, avant de le faire, ça c'est peut-être quelque chose d'important, il y a quelque chose qui a changé dans l'exploitation de l'outil. Ils ont changé la sémantique qui va de cycle-based à event-based. Ne vous tracassez pas de c'est quoi la différence, mais mettez ici toujours cycle-based si vous voyez un problème. Donc, l'année passée, ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, donc j'ai dû ajouter cela. Donc, si je démarre la machine, je veux monter vers l'étage fond, disons. Voilà.
on voit, OK, vous voyez plein de choses qui se passent. C'était peut-être un peu trop vite, mais il vient de fermer les portes, il vient de monter current égale à 50 quelque chose, et donc une fois que ça devient 100, il va arrêter de monter, il va suivre la transition de sortie pour revenir dans l'état stopped, et il va revenir dans l'état doors open. Et puis, après, vous allez voir qu'il y a encore une autre condition. Après 10 secondes, on se trouve, la destination, c'est 100. Donc, on se trouve à l'étage 100. On voit que destination is reached. Et là, on va vérifier, après 10 secondes, est-ce qu'on se trouve à un étage qui n'est pas le rez-de-chaussée. Si c'est le cas, il va automatiquement descendre vers le rez-de-chaussée sans devoir faire quelque chose. Donc, on va simplement mettre destination est égale à 0. On va fermer les portes et on va... ici, il y a un choix. Le choix est simplement, est-ce qu'il faut monter ou est-ce qu'il faut descendre? On va monter si l'étage actuel est moins grand que la destination. On va descendre si c'est l'inverse. Donc, je démarre l'exécution. C'était déjà démarré. J'attends 10 secondes. Les portes vont se fermer, j'espère. Les portes se ferment. Et on va passer dans Moving Down 100 fois. Il y a une boucle ici qui va 100 fois décrémenter la valeur de current et vérifier si destination est moins grand que current. Tant que c'est le cas, on continue. Donc, c'est une boucle qui s'arrête jusqu'au moment que la condition est vérifiée. Et si destination est égal à current, on sort. On dit qu'on a atteint la destination et on revient dans l'état stopped. Voilà. Et maintenant, je suis dans l'état stopped et il n'y a plus rien qui se passe. Il faut attendre quelqu'un qui va encore une fois appuyer sur Floor Selected.